Okay. Sound check okay, folks? You got the sound, yeah? Okay, good. Good morning, everyone. I'm Chris Cooper, LNG Canada's President and CEO. On behalf of everybody at LNG Canada, I want to thank you all for making the trip here today. We're very pleased and honoured to welcome you to our beautiful facility, especially with weather like this. I want to extend a special thanks to Premier Eby and to Minister Dix and members of their staff for also taking the time to visit with us. I want to also express our deep gratitude to the Haisla Nation, in whose traditional territory we're gathered and where LNG Canada calls home. Le refus diplomatique n'a pas seulement interrompu un canal d'approvisionnement, il a également mis en évidence un changement structurel dans les voies institutionnelles de l'interdépendance énergétique. Il existe des situations dans lesquelles des décisions techniques jouent le rôle de vecteurs institutionnels et, sans faire de bruit, modifient des voies qui semblaient consolidées. Le 10 janvier 2026, le gouvernement des États-Unis a officiellement demandé au cabinet du Premier ministre canadien d'apporter des ajustements d'urgence aux conditions d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié. La demande émanait du ministère de l'Énergie, mais était accompagnée d'une note signée par le président lui-même. Le contenu était clair. Washington avait besoin d'une aide immédiate face à la pénurie croissante et à la hausse des prix intérieurs. La réponse canadienne a non seulement rejeté la demande, mais a également rendu publique une décision stratégique qui avait été élaborée au cours des 2 dernières années. Le cabinet de Mark Carney a annoncé que les exportations de gaz naturel liquéfié du Canada donneraient désormais la priorité aux contrats à long terme avec des partenaires asiatiques et que cette réorientation commerciale était irréversible à court et moyen terme. Au-delà du refus, ce geste a consolidé un revirement diplomatique, qui a interrompu pour la première fois en plus de 3 décennies la logique d'alignement automatique entre les 2 économies les plus intégrées d'Amérique du Nord. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie indiquent qu'entre janvier 2025 et la fin de l'année, les importations américaines de gaz naturel canadien ont chuté de 40%. En termes opérationnels, la réduction est passée de 9 milliards à 5,4 milliards de pieds cubes par jour. Il s'agit d'un recul brutal, sans précédent, depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange en 1989. L'escalade a commencé dès le mois d'août, lorsque les États-Unis ont imposé des droits de douane de 35% sur un large panier de produits canadiens, y compris un taux spécifique de 10% sur les combustibles fossiles et les dérivés énergétiques. Cette mesure a été justifiée en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act, invoquant un risque pour la sécurité nationale. Le gouvernement canadien a réagi, non pas par des représailles symétriques, mais par une politique de reconfiguration structurelle, prévoyant de réduire de moitié le volume des échanges bilatéraux en 10 ans. En novembre, Carney a annoncé publiquement un plan d'investissement de 116 milliards de dollars, visant à réorienter les exportations d'énergie hors du continent américain. Début janvier, le plan est sorti du papier. La première cargaison de gaz naturel liquéfié en provenance du terminal de Kitimat, en Colombie-Britannique, a accosté au port d'Anchon, en Corée du Sud. Le consortium responsable du terminal, formé par de grands opérateurs mondiaux, a déjà annoncé l'augmentation de la capacité installée, qui devrait doubler d'ici la fin de l'année. Outre Kitimat, d'autres projets stratégiques ont été accélérés, comme le terminal de Kazi-Lisims, qui promet un acheminement direct vers le Japon et d'autres marchés asiatiques à des prix supérieurs à ceux pratiqués en Amérique du Nord. Les implications géopolitiques de ce mouvement
ont commencé à se dessiner plus clairement à partir de la réaction des autorités réglementaires américaines. La Federal Energy Regulatory Commission a commencé à revoir les calendriers d'autorisation pour les nouveaux terminaux GNL au Texas et en Louisiane, prévoyant des goulots d'étranglement logistique et la nécessité de réajuster les contrats d'approvisionnement. Du point de vue du consommateur américain, les effets se font déjà sentir sur les tarifs domestiques du gaz naturel, en particulier dans des États comme le Minnesota, le Michigan et l'Ohio, où plus de 50% des foyers dépendent directement de cette ressource pour leur chauffage. Les projections de l'EIA elle-même estiment une augmentation moyenne de 28% des coûts résidentiels au cours du premier trimestre 2026. Parallèlement, les associations industrielles ont fait état de pression sur les chaînes de production qui dépendent du gaz comme matière première, tels que les secteurs de la chimie, des engrais et des plastiques industriels. Les entreprises de taille moyenne de la ceinture industrielle des Grands Lacs ont déjà signalé des difficultés opérationnelles face à la hausse des coûts de l'énergie et à l'instabilité de la prévisibilité de l'approvisionnement. Le sujet commence à passer du domaine technique au domaine politique. Des réunions d'urgence au Congrès ont réuni des gouverneurs et des représentants d'États industriels qui invoquent des pertes économiques directes résultant de la stratégie tarifaire actuelle, adoptée par l'exécutif. Parmi eux, des dirigeants républicains d'États traditionnellement alignés sur la Maison-Blanche ont commencé à remettre en question l'effet inverse de la politique de pression tarifaire. Dans une récente déclaration, le gouverneur de Pennsylvanie a indiqué que, si la baisse de l'approvisionnement canadien se poursuit au rythme actuel, l'impact sur les petites industries de l'État sera systémique. Même si la déclaration a évité des termes plus incisifs, le ton reflète un changement important dans la base de soutien politique à la conduite actuelle de la politique commerciale. La complexité du scénario exige une attention constante. À mesure que les décisions techniques ont des répercussions institutionnelles, il devient de plus en plus nécessaire de comprendre les développements comme faisant partie d'un processus en cours et non comme des événements isolés. C'est précisément pour cela que ce canal existe, pour offrir des lectures intégrées et un suivi analytique des tensions en cours. La réponse négative du Canada n'a pas été seulement une interruption logistique. Elle a mis en évidence une réorganisation plus profonde, des hiérarchies commerciales entre les deux nations, susceptibles de redessiner la relation énergétique continentale à partir de nouveaux axes d'intérêt. C'est dans ce contexte que le repositionnement du Canada cesse d'être un geste diplomatique isolé et s'inscrit désormais dans une convergence institutionnelle plus large, en articulant une réorientation de l'infrastructure énergétique avec un soutien juridique, un appui parlementaire et des contrats internationaux déjà signés. Le gouvernement canadien a lancé une opération de désengagement progressif par rapport au système réglementaire des États-Unis. Cette manœuvre repose sur deux instruments centraux. Le premier est le Major Projects Office, l'organisme chargé d'accélérer le traitement des grands projets stratégiques, dont les prérogatives ont été élargies par décret exécutif en septembre 2025. Le second est le modèle de financement consortial entre les agences publiques et les acteurs privés opérant de manière intégrée sur le marché asiatique. Cette structure a permis à des projets tels que le terminal de Xili-Zims d'avancer selon des calendriers qui, selon la logique traditionnelle, auraient pris plus de 5 ans. À partir de là, la politique énergétique du Canada a cessé d'être uniquement une politique industrielle et a commencé à fonctionner comme un vecteur de repositionnement géoéconomique. Cette convergence aide à comprendre pourquoi les contrats signés avec des consortiums asiatiques ont été accueillis avec une inquiétude explicite par les analystes liés
au département d'État. En interne, des mémorandums indiquent que le modèle canadien est considéré comme une référence par d'autres pays exportateurs de matières premières énergétiques qui cherchent également à réduire leur dépendance réglementaire unilatérale. Le fait que le Canada, traditionnellement considéré comme un partenaire prévisible, s'oriente vers des accords d'approvisionnement avec des clauses d'exclusivité territoriale et des durées supérieures à 15 ans, représente, pour de nombreux diplomates américains, un tournant similaire à celui qui s'est produit avec la Norvège au début des années 2000, lorsque ce pays a commencé à privilégier les contrats à long terme avec l'Asie de l'Est, au détriment du marché européen. Les documents techniques présentés à la Commission de l'énergie du Sénat canadien montrent que les terminaux opérationnels à Kitimat et ceux prévus à Ksilizims totaliseront ensemble plus de 28 millions de tonnes métriques par an en capacité d'exportation. Cela équivaut à environ 3,7 milliards de pieds cubes par jour, un volume qui était auparavant principalement destiné au marché américain. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'Agence d'information sur l'énergie a révisé ses prévisions pour 2026. La croissance de la production de gaz naturel sec devrait ralentir pour s'établir à un peu plus de 1%, contre plus de 4% lors du cycle précédent. Ce ralentissement intervient alors que la demande intérieure est sous la pression de nouveaux pôles de consommation, notamment les centres de données pour l'intelligence artificielle, les complexes informatiques à haute densité et les nouveaux terminaux d'exportation en construction sur la côte du golfe du Mexique. Cette simultanéité entre l'augmentation de la demande et la baisse de l'offre extérieure modifie la logique de tarification du gaz naturel sur le marché américain. L'indice Henry Hub, qui s'échangeait à moins de 2 $ par million de BTU en 2024, dépasse désormais les 3,90 $, les projections de Bloomberg indiquant des niveaux compris entre 4 et 5 $ d'ici la fin de l'hiver. Selon les analystes du secteur, cette évolution résulte en partie directement de la compression du flux canadien. L'effet domino touche déjà certains secteurs. Des entreprises telles que Dow Chemical et US Steel ont signalé dans leur bilan du dernier trimestre 2025 des impacts significatifs sur leurs coûts d'exploitation en raison de la volatilité du prix du gaz. Dans le secteur de l'électricité, des entreprises telles que Duke Energy et Southern Company ont annoncé une révision de leurs portefeuilles énergétiques en donnant la priorité à des projets éoliens et solaires qui étaient auparavant considérés comme économiquement non viables. Ce changement de calcul ne reflète pas seulement une conviction environnementale, mais une tentative pragmatique d'échapper à l'instabilité réglementaire associée à la situation actuelle du marché du gaz. Toutefois, les alternatives renouvelables ne produisent pas d'effets immédiats. La transition prend du temps, elle dépend des autorisations, des investissements et de la construction. Jusqu'à ce que ces projets soient opérationnels, les consommateurs et les secteurs industriels resteront exposés à la fluctuation des prix et à l'incertitude de l'approvisionnement. Ce déplacement commence également à influencer le débat international sur la sécurité énergétique. Dans un discours prononcé à Berlin à la fin de l'année 2025, le chancelier allemand a explicitement mentionné l'instabilité des relations énergétiques américaines comme un argument supplémentaire en faveur de l'approfondissement des partenariats avec les fournisseurs africains et moyen-orientaux. La référence au Canada, dans ce contexte, même indirect, reflète une opinion partagée par d'autres acteurs mondiaux, lorsque même les partenaires les plus prévisibles cessent de considérer les États-Unis comme une destination prioritaire. La perception d'un risque systémique tend à se répandre. Le rapport Top Risks 2026, publié par Eurasia Group,
inclut pour la première fois dans sa liste annuelle la reconfiguration énergétique du Canada comme facteur d'instabilité dans la politique commerciale américaine. Selon le document, l'approche tarifaire adoptée par l'administration actuelle a non seulement échoué à contenir la diversification canadienne, mais a également accéléré des décisions qui en étaient auparavant à un stade embryonnaire. Cette analyse est corroborée par les observations d'experts tels que Philippe Verleger, qui, dans une analyse publiée en janvier 2026, a déclaré que les États-Unis s'acheminent inconsciemment vers un scénario de vulnérabilité structurelle dans le secteur énergétique. Le terme utilisé par Verleger, sleepwalking into structural vulnerability, marcher vers une vulnérabilité structurelle, a été repris par des éditoriaux dans des journaux de référence, suggérant que la perception d'un manque de contrôle commence à s'ancrer en dehors des cercles techniques. La critique principale est que le recours à des mesures d'urgence fondées sur des dispositifs tels que l'IEEPA, lorsqu'il est prolongé dans un environnement instable, produit exactement l'effet inverse de celui escompté. Au lieu de renforcer la sécurité, il sape la prévisibilité et encourage les stratégies défensives de la part des partenaires. Dans ce scénario, le Canada n'apparaît pas comme un acteur isolé, mais comme le cas type d'un repositionnement plus large. La complexité du sujet exige une attention continue. Pour ceux qui suivent les processus institutionnels avec l'intention de comprendre comment les décisions économiques s'entremêlent avec les dynamiques politiques et juridiques, il est essentiel de se tenir informé. Ce canal s'engage à assurer ce suivi détaillé en offrant une lecture systématique des couches en transformation. La série d'initiatives coordonnées par le gouvernement canadien, bien qu'elle en soit encore au stade de la mise en œuvre, a déjà modifié les flux, les attentes et les prévisions stratégiques à plusieurs niveaux, et le système institutionnel américain, malgré sa capacité d'adaptation, cherche encore une réponse cohérente à ce changement. Il existe différentes interprétations quant au degré de profondeur institutionnelle des décisions prises par le Canada et les États-Unis ces derniers mois. Pour certains observateurs, il s'agit d'un cycle de tension limité au contexte politique et économique actuel. Pour d'autres, il s'agit d'un changement plus durable, susceptible de modifier les structures existantes. Malgré cette divergence, un point fait désormais consensus parmi les experts du secteur énergétique et les juristes qui suivent l'utilisation récurrente d'instruments extraordinaires dans la politique commerciale nord-américaine. Le paramètre de prévisibilité a été revu à la baisse. Ce qui était auparavant considéré comme une stabilité réglementaire est désormais perçu comme une variable soumise à des fluctuations politiques. Et ce nouveau cadre a pris de l'ampleur lorsque l'International Emergency Economic Powers Act a commencé à être utilisé de manière prolongée comme fondement juridique pour imposer des droits de douane à un allié stratégique comme le Canada. Dans les registres techniques et les avis analysés par des centres tels que le Center for Strategic and International Studies, ce changement a été décrit comme un précédent difficile à démanteler. L'argument le plus souvent répété est que ce dispositif a été créé pour faire face à des menaces extérieures imminentes, en tant que réponse exceptionnelle à des risques graves. En étant transposé dans le domaine tarifaire et utilisé comme instrument de négociation économique, ce mécanisme a commencé à fonctionner. En dehors de sa conception initiale, brouillant les limites qui constituaient auparavant des barrières institutionnelles claires, il en résulte l'extension fonctionnelle d'un instrument d'urgence à des fins qui s'apparentent à une stratégie commerciale. Et cette extension est devenue le sujet de préoccupation le plus récurrent exprimé par les juristes lors des audiences au Sénat américain depuis octobre. Au cours de ces discussions,
Les experts ont insisté sur le fait que le problème ne se résume pas aux tarifs en tant que mesure économique isolée. Selon eux, le point central est la méthode adoptée et le précédent qu'elle crée. Lorsque des instruments exceptionnels sont utilisés de manière répétée, l'exception perd son caractère extraordinaire et devient un outil opérationnel capable d'influencer les décisions futures. Cette transformation modifie la façon dont les partenaires commerciaux calculent les risques. Au lieu de s'orienter principalement en fonction du texte des contrats, de la cohérence réglementaire et de la prévisibilité des procédures, ils en viennent à considérer comme variable centrale le niveau de volatilité politique au cœur du processus décisionnel. La conséquence institutionnelle est profonde. Le risque cesse d'être principalement technique et devient interprétatif, basé sur des attentes en matière de comportement politique. Ce changement s'intensifie dans le contexte judiciaire. Une partie importante des préoccupations soulevées par les juristes est liée au fait que des décisions divergentes rendues par des tribunaux de première instance ont contribué à une jurisprudence fragmentée autour de l'International Emergency Economic Powers Act, au lieu de former une interprétation consolidée qui stabilise le champ d'interprétation. Le système produit des signaux incohérents sur les limites pratiques d'application de l'instrument, et lorsque le cadre juridique lui-même devient incertain, les partenaires commerciaux ont tendance à réduire leur exposition et à accélérer la mise en place d'alternatives qui diminuent leur dépendance. Ce type de réaction ne dépend pas d'une rupture diplomatique. Elle résulte d'une protection institutionnelle et économique. Cette perception est également apparue dans des évaluations des risques en dehors du circuit strictement juridique, dans les rapports sur le risque souverain publiés par des agences internationales telles que Fitch et Moody's, les États-Unis, continuent d'obtenir des notes élevées, mais avec des avertissements plus explicites sur l'instabilité institutionnelle dans la conduite de la politique commerciale extérieure. Le cas canadien est souvent cité comme exemple de la manière dont des mesures présentées comme domestiques peuvent déclencher des effets systémiques. Lorsque les droits de douane touchent des produits stratégiques, l'impact ne se limite pas au commerce immédiat. Il traverse les chaînes de production, réorganise la logistique, modifie les décisions d'investissement et fragilise les réseaux d'interdépendance qui ont été construits au fil des décennies. Dans cette logique, le coût réel n'est pas seulement économique, il est institutionnel, car il sape la confiance, et la confiance est un élément central de la prévisibilité. Dans ce contexte, certains experts interprètent cet épisode comme un test direct de crédibilité. Dans cette optique, des analyses associées à des noms tels que Catherine Judge de l'Université de Columbia soutiennent que la question centrale est la capacité des États-Unis à maintenir des engagements commerciaux durables dans un environnement où des instruments exceptionnels sont mobilisés comme moyen de pression. Judge soutient que, même si le Canada avait déjà ses propres raisons de diversifier ses marchés et de réduire sa dépendance structurelle, le facteur qui a accéléré la reconfiguration a été l'imprévisibilité produite par des décisions unilatérales peu alignées sur les mécanismes multilatéraux de règlement des différends. L'interprétation est claire. Le Canada ne réagit pas seulement à un tarif. Il réagit au nouveau modèle institutionnel que le tarif signale. À partir de là, le débat se déplace vers les conséquences à moyen terme. Il n'y a pas encore de consensus sur le degré de permanence du retrait canadien du marché américain. Une partie des analystes estime que, une fois achevée la phase d'implémentation la plus intense des terminaux destinés à l'exportation vers l'Asie, il pourrait y avoir une marge
pour une reprise partielle des ventes vers les États-Unis, surtout si Washington modifie sa position après le cycle électoral de 2026. Ce courant suggère que le processus pourrait encore être rééquilibré si la politique revenait à fonctionner selon des normes plus prévisibles. Une autre tendance soutient toutefois que le changement a déjà pris un caractère structurel. Pour ces observateurs, les contrats à long terme conclus avec les pays asiatiques, combinés aux investissements déjà réalisés dans les infrastructures logistiques, indiquent que la reconfiguration ne sera pas inversée, même en cas de changement au sein de l'exécutif américain. Cette hypothèse est renforcée par les projections d'organismes tels que le Canadian Energy Research Institute, selon lesquels, d'ici 2030, plus de 60% des exportations canadiennes de gaz naturel seront destinées à des marchés hors d'Amérique du Nord. Pour de nombreux analystes, cette donnée sert de repère institutionnel. Une fois les contrats et les capacités installées, verrouillées, la marge de manœuvre pour un retour en arrière diminue pour des raisons opérationnelles et pas seulement politiques. Sur le plan intérieur nord-américain, des questions se posent également, de plus en plus, sur la stratégie législative et les limites du Congrès face à la logique d'urgence, la tentative de bloquer les tarifs douaniers par le biais du Congressional Review Act a progressé au Sénat, mais a échoué à la Chambre des représentants, ce qui a été interprété comme un signe de la limitation structurelle du pouvoir législatif à revenir sur des mesures adoptées sous le prétexte d'une urgence nationale. Des juristes tels que Cass Sunstein, ancien conseiller à la Maison-Blanche, soulignent que l'utilisation fréquente d'instruments exceptionnels vide le Congrès de son rôle délibératif et rend difficile